Eh bien, bonjour tout le monde et c'est un immense plaisir aujourd'hui, bien sûr, de vous retrouver parce que j'ai une invitée de marque que j'adore. C'est Manuela Perret qui nous rejoint pour une deuxième interview. Manuela, bonjour. Merci d'être là avec nous à venir partager. Bonjour Isabelle, c'est toujours très très agréable vraiment d'être interviewée par toi. Merci encore un immense merci de me donner l'opportunité d'être là et de pouvoir partager avec toi et avec tous tes auditeurs. Voilà. Bah, écoute, c'est vraiment une joie pour moi, donc ça va très bien se passer, j'en suis sûre. Et je me Oui. souviens de notre dernière interview, ma communauté avait vraiment adoré ton interview. Alors, je pense que ce sera certainement la même chose, bien qu'on va Merci. parler de quelque chose qui est différent. Aujourd'hui, on va parler du transgénérationnel, mais d'abord, je dois dire que tu es praticienne, donc en transgénérationnel. Tu es aussi praticienne en hypnose régressive. Mhm. Tu es formatrice en Laoshi, des soins énergétiques, hein, et tu fais aussi des séances de groupe en ligne. Oui. Et D'accord. d'ailleurs, je forme aussi en libération transgénérationnelle. Donc, le Tu formes aussi, transgénérationnel, donc. D'accord, tu es formatrice en transgénérationnel, en soins Laoshi. oui. D'accord. Et c'est vraiment passionnant hein, pour moi le transgénérationnel. Mais j'espère que je pourrai partager cette passion justement avec vous aujourd'hui. Eh bien, on y va. C'est parti, Manuela. Tu vas commencer. J'aimerais bien peut-être parce que tu as vraiment été attirée par le transgénérationnel, il me semble, après ton expérience de mort imminente. Alors, le transgénérationnel, oui, oui, je dirais que le transgénérationnel, ça a été un peu déjà quelque chose qui m'a appelée depuis toujours. Transgénérationnel, j'ai mis le terme, le nom dessus, on va dire ça comme ça, après mon EMI. Ça, c'est vrai, vraiment. Mais c'est vrai que depuis toujours, en fait, je baigne dedans. Parce que j'ai découvert c'était en 2001 justement, quand j'ai fait ma toute première séance euh, en libération transgénérationnelle, où j'ai découvert pas mal de choses sur moi. Je venais à peine d'arriver en France. Et ma deuxième séance que j'ai faite avec un kinésiologue en 2009, je crois. Les dates, elles sont un peu fouillées dans ma tête, donc je vais peut-être pas mettre de date. Mais c'était bien avant mon EMI, à mon entrée, en fait, à la fin de ma première année de médecine. Donc, ça doit être par là, je crois. Et en fait, à cette époque-là, j'ai découvert vraiment pas mal de choses. On parle souvent de non-dits en transgénérationnel. Mais j'ai découvert beaucoup de non-dits, notamment que j'avais été jumelle à ma naissance et qui n'avait jamais été révélé par quelqu'un de ma famille, en fait, hein. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment... 2009, exactement la date qui me revient, du coup. C'est en 2009 que j'ai commencé vraiment à creuser sur mes lignées, à commencer à construire mon arbre transgénérationnel, on va dire mon arbre généalogique. Et je parle de transgénérationnel parce que ce ne sont pas forcément des ancêtres que j'ai connus après. Donc, j'ai commencé à creuser sur tout ça et c'est devenu une passion en fait. C'était un jeu de piste. J'ai Wow. commencé à jouer un peu au FBI sur ma propre vie. Et c'est bien de jouer avec aussi parce que il y Ouais. a beaucoup de choses sérieuses là-dedans, bien sûr, mais si on peut apporter un peu une notion de, allez, on joue, on prend ça, on met de la légèreté là-dessus, c'est bien C'est aussi, ça. Manuela. Ah oui, Alors, exactement. qu'est-ce que c'est exactement, pour ceux qui connaissent pas encore, Manuela, que le transgénérationnel et quand est-ce qu'on peut faire appel à cette thérapie? Alors, le transgénérationnel, c'est un terme un petit peu compliqué à prononcer déjà. Tout ça pour parler en fait de tout ce dont on a hérité, que ce soit en termes de... Alors moi, je travaille beaucoup sur les mémoires justement qu'on a héritées, mais on hérite aussi des comportements, on hérite des habitudes, on hérite des croyances, on hérite des mémoires transgénérationnelles, des émotions aussi des fois. Et tout ce packaging, en fait, d'un petit peu tout, c'est tout ce dont on a hérité de nos ancêtres connus et inconnus qui viendraient aujourd'hui s'exprimer dans notre quotidien. Alors, on parle d'intergénérationnel et on parle de transgénérationnel. Intergénérationnel, c'est plutôt avec les ancêtres qu'on a connus, côtoyés.
Et transgénérationnel, c'est beaucoup plus pour les ancêtres qu'on n'aurait pas connus, en fait. Sachant que lorsque on a hérité de ces mémoires-là, moi je parle de mémoire, de ce bagage en fait, de cet héritage, c'est quelque chose aussi bien négatif que quelque chose de positif, sachant que de toute façon c'est toujours positif. Parce que négatif, ça le devient au bout d'un moment où on ne sait plus utiliser l'outil ou un moment où cet outil-là ou ce dont on a hérité commence à être pesant pour nous. À ce moment-là, ben, comme une robe qui nous irait plus parce que soit on aurait un peu trop maigri, soit un peu trop grossi, ben, il faudrait la changer ou simplement une robe qui n'est plus à notre convenance, qui ne nous sied plus. Ben, on la met de côté, on la donne ou on la jette en fonction de... alors, les mémoires transgénérationnelles, on ne les jette pas, on les met de côté. Mais c'est important, en fait, de savoir vraiment utiliser ces outils-là pour notre mieux-être. Et c'est vraiment à ça que moi, j'aspire à accompagner les gens qui viennent me voir, me consulter. Voilà. Et donc, quand ce bagage est trop lourd, quand on sent qu'il y a des choses qui nous retiennent en arrière, qu'on ne comprend pas pourquoi, il y a des schémas répétitifs dans notre vie, c'est à ce moment-là qu'on peut faire appel au transgénérationnel et comment ça peut nous aider en fait. Alors, euh, les personnes qui viennent justement consulter en transgénérationnel, j'ai un peu de tout. J'ai vraiment de tout. J'ai des personnes qui ressentent en elles un mal-être sans vraiment savoir qu'est-ce qui crée ce mal-être-là, parce qu'il n'y a pas de situation forcément vécue dans leur vie qui génère ce mal-être-là. En général, à ce moment-là, ben, c'est souvent euh, comment dire? C'est souvent en fait du vécu de leurs ancêtres. On le voit beaucoup dans les situations un peu lourdes en transgénérationnel comme l'inceste ou les viols ou autres en fait qui sont vraiment très lourdes ou les deuils d'enfants où la femme ou l'homme qui aurait vécu ça dans ces générations en dessous revivrait et aurait le sentiment de revivre ça alors que lui ne l'a pas vécu dans sa chair en fait. Et ça crée souvent un malaise qui est vraiment très difficile à porter. Donc, j'ai parfois des personnes qui viennent me consulter pour ça. J'ai des personnes qui ont aussi conscience des vécus traumatiques dans leur expérience à elles. Donc, on reparle là, par exemple, des schémas répétitifs. Je tombe toujours sur des hommes qui ne veulent pas s'engager, des hommes fuyants, ou je suis très dépendante au niveau affectif, où je rencontre toujours des problématiques dans mon couple, dans mon travail. J'ai du mal à me valoriser, à me mettre en lumière. Tous ces petits sujets, en fait, le manque de confiance en soi, la difficulté à être soi, en fait, au final. Parce qu'il y a lutte à l'intérieur de nous entre ce que veulent nos ancêtres et ce que nous, on veut vraiment. Ben, il y a possibilité de venir me consulter. Et il y a des gens aussi qui viennent me consulter par besoin d'apprendre sur eux, de se comprendre. Et c'est vrai que le transgénérationnel à ce moment-là est un bel outil, je trouve, à mon sens, pour mieux se connaître, connaître aussi ses lignées, connaître ses ancêtres, connaître les outils qu'on aurait justement à disposition. Voilà. D'accord. Et bien sûr, on a notre arbre, on a nos parents, nos grands-parents, les arrière-grands-parents, etc. Est-ce qu'il est nécessaire de remonter haut dans l'arbre pour connaître certaines choses? Comment tu fais en fait? Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce que quand la personne vient, elle te dit, oh, j'ai l'impression que c'est par rapport à ma grand-mère ou mon grand-père? Comment tu travailles avec ça? Alors, il y a des personnes qui viennent déjà en ayant vu, par exemple, quelqu'un qui travaille en psychogénéalogie, ça m'arrive beaucoup. Donc, ça veut dire que la personne, elle a déjà conçu un arbre, elle a fait pas mal de cheminement déjà sur elle, donc sur la connaissance de ses lignées. À ce moment-là, ben, on va utiliser tout ce qu'elle a eu pour aller justement mettre un équilibre dans le système familial. Et il y a d'autres personnes qui arrivent sans connaissance du tout de leur famille. Ça peut être, alors de leur famille originelle, je veux dire. Ça peut être des enfants adoptés ou des enfants orphelins. Ça arrive aussi. On peut faire un travail transgénérationnel de leur côté.
Simplement, les personnes qu'elles connaissent aujourd'hui, comme leur papa, leur maman, ne sont pas leurs parents d'origine. Mais ce n'est pas grave parce que je me suis rendu compte, en fait, souvent en consultation, que l'énergie des deux parents qu'avait choisi l'enfant, même pas biologique, était dans la même vibration que du parent, en fait, qu'ils avaient eu biologiquement, de sang, en fait. Parce qu'on attire à soi ce qu'on porte. Et ça, ce postulat, il est vraiment valable. Et moi, alors, ça reste un postulat, mais c'est quelque chose que je me suis rendu vraiment compte dans toutes mes consultations. Et ensuite, comment je procède? Donc, en fait, la personne vient me consulter, peu importe est-ce qu'elle a une problématique ou est-ce qu'elle n'en a pas. Donc, en général, il y a quand même un besoin de se découvrir. Donc, quelque chose, un aspect curieux, voilà. Satisfaire sa curiosité au minimum. Donc, les personnes viennent me consulter et moi, j'interroge toujours l'âme de la personne. J'ai cette possibilité-là aujourd'hui avec mes capacités d'interroger l'âme de la personne. Donc, c'est ce que je vais faire par un protocole qui est posé, mis en place, et tout le monde a accès à son âme. Donc, c'est la personne qui va me donner les informations euh, que son âme, en fait, me transmet. Et ensuite, par rapport à mon protocole, je vais du coup décrypter tout ce qui a été ressorti, tout ce qui est ressorti. Et souvent, on voit vraiment une très bonne cohérence entre les mémoires qui sont actives, donc déséquilibrées, et le fonctionnement d'un parent, d'un grand-parent ou autre si la personne l'a connu. Et je trouve ça très intéressant justement en consultation de pouvoir faire ce parallèle entre ce qui ressort dont on n'avait pas vraiment conscience et à quel point ça peut matcher avec le vécu de certaines personnes, en tout cas les comportements ou les habitudes que les personnes, parents, grands-parents, arrière-grands-parents peuvent avoir eu dans leur vie. Et je trouve toujours ça très impressionnant, moi, en séance. Je suis toujours aussi époustouflée de tout ce qui peut ressortir des séances. Et Excuse-moi, mais juste pour qu'on comprenne bien, parce que il faut dire que tu es médium aussi pour les gens qui ne savent pas. oui, c'est vrai. Oui, Donc, oui. quand tu parles de l'âme, on parle vraiment, hein, dis-moi si c'est ce que tu voulais dire, on parle vraiment sur un niveau spirituel, c'est-à-dire que quand on choisit nos parents avant d'arriver sur Terre, disons qu'on a comme un contrat qu'on signe, voilà, je vais travailler avec telle famille pour pouvoir faire avancer mon chemin spirituel. Et ce que tu disais qui est très, très intéressant, c'est que bien sûr, puisqu'on a ce chemin spirituel déjà ancré en nous, on choisit nos parents adoptifs quelque part aussi pour pouvoir travailler sur les Sur le thèmes, même cheminement, au le final. même cheminement. Oui, Et oui, oui, et, d'accord. et, et oui, c'est très juste ce que tu viens de dire. Merci beaucoup, Isabelle, de me permettre de reformuler ça parce que pour que les personnes comprennent en fait vraiment euh, la façon dont je travaille, c'est important de dire aussi que je suis médium. Ça, c'est vrai parce que j'utilise beaucoup ma médiumnité en consultation. Je ne suis pas, je vais dire, je ne suis pas dépendante de la médiumnité en consultation, mais j'aime bien qu'elle soit là pour m'accompagner parce que c'est vraiment un outil précieux pour les personnes qui viennent parce que à ce moment-là, je me laisse guider par le défunt que je pourrais rencontrer, l'ancêtre qui aurait besoin de venir lever un non-dit ou parler aussi, se mettre en lumière parce que beaucoup n'ont pas été reconnus. Et je trouve toujours ça très émouvant et très percutant dans une séance d'avoir justement ce côté un peu médiumnique. Mais on peut aussi avoir quelqu'un qui n'a pas du tout de capacité médiumnique qui peut faire une constellation transgénérationnelle. Et d'ailleurs, depuis janvier que je forme, je le vois bien, justement, la possibilité de travailler sur les mémoires transgénérationnelles avec le protocole mis en place. Et ça, c'est vraiment génial. Et moi, je suis tout honorée de pouvoir transmettre ça parce que je sais qu'au-delà de ce qu'elles vont avoir de pragmatique, de protocole, ça va leur donner la possibilité aussi de nourrir justement la possibilité d'être à l'écoute de leur capacité, en fait. Ça, Ça c'est ouvre super. le canal, j'ai l'impression. Alors, ouvrir le canal, je dirais plus en fait dans le pragmatique, ça ouvre en fait à l'écoute active de la personne en face de nous, ce qui nous permet en fait d'être du coup plus facile, ouvert à notre intuition, sans que le mental trop ne soit là à devoir essayer de nous contrôler. Donc vraiment,
je trouve que c'est un bel outil aussi pour pouvoir justement accéder à ça. En tout cas, un bel exercice de lâcher prise, justement. Et c'est un très bel exercice, en effet. Et donc, pourquoi, Manuela, est-ce que nos ancêtres, j'allais dire, j'ai l'impression d'avoir la réponse déjà dans ma tête, mais je vais te la poser quand même. Pourquoi est-ce que nos ancêtres nous transmettent ces mémoires? Pourquoi est-ce que c'est par loyauté que l'on ressent ces choses? Est-ce que c'est pour pouvoir accueillir et puis laisser partir? Est-ce que c'est pour comprendre quelque chose que la famille n'a pas compris? Ah, très très bonne question. Merci Isabelle. En fait, quand on a le pourquoi on hérite de ces mémoires transgénérationnelles, c'est dans le but de grandir par nous-mêmes. C'est qu'en fait, en s'incarnant dans cette vie, on fait le choix de certaines blessures sur lesquelles on viendrait travailler plus ou moins degré important, à plus ou moins degré important. Et en fait, on choisit euh, à cette même occasion nos parents, donc du coup les êtres, bon, je parle des parents, mais c'est aussi les frères et sœurs, les amis et le cercle social affectif en fait. On choisit tous ces êtres-là pour venir nous aider. Là, on reste dans la famille, mais donc un enfant qui viendrait s'incarner choisit ses deux parents par rapport à leurs blessures eux-mêmes et le cheminement qu'ils ont fait de ces blessures-là pour lui pouvoir venir également trouver de l'aide pour s'en sortir, à réussir j'aime pas dire à se libérer de ces blessures-là parce qu'on croit toujours en fait une blessure, on va la penser et après tout va bien, il reste quand même la cicatrice, hein. Donc, euh, donc quand on parle des blessures de l'âme, ben, ce sont des choses qui nous laissent toujours des cicatrices. Donc, venir en fait transcender, j'ai envie de dire transcender, transformer la façon en tout cas de percevoir ça. Et du coup, quand une âme décide de choisir ses parents, elle choisit ses parents, papa, maman, en fonction de leur casserole, mais aussi de leur beauté et de leur trésor, en fait, j'aime à dire. Et du coup, quand elle a au début de enfant, en fait, on n'a pas trop la possibilité de choisir. On fait en fait comme nos parents nous montrent le chemin. Donc, quand ils vont utiliser, je parle de trésors durant l'enfance, les outils qu'ils auraient acquis ou en inné, euh, ils vont cheminer. À un moment donné, quand ils vont avoir la possibilité de choisir, ben, ils vont sentir plus ou moins, peut-être même des fois depuis l'enfance, que ces bagages-là sont difficiles à porter. Donc, je vais essayer de donner un exemple concret. Peut-être que ça parlera un peu mieux. Je vais parler de moi parce que je suis là, je sais mieux parler de moi que de n'importe qui. Moi, je suis venue m'incarner dans cette vie-ci. J'ai fait le choix de perdre mon papa à 12 ans, de perdre ma maman à 13 ans. Et en fait, en venant ici, ben, c'est quelque chose que la petite fille que j'ai été, a vécu dans le dur. Et aujourd'hui, la femme que je suis aujourd'hui, en posant le regard en fait sur cet enfant que j'ai été, je me suis dit, mon Dieu, la pauvre, c'est vrai qu'elle a souffert quand même. Mais en même temps, je me dis, quelle épreuve qu'elle a réussi à traverser parce que c'est grâce à ce qu'elle a traversé que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Et sans cette épreuve-là, je n'aurais pas eu autant de force, autant de courage, autant certainement également de possibilités et d'opportunités. C'est vrai que c'est difficile d'entendre qu'il faille perdre un parent ou autre, rien à voir avec ça. Pour se dire j'ai fait ça, c'est peut-être mon ego qui trouve aussi une excuse et quelque chose de bien à pouvoir faire. Mais moi, je trouve que cette capacité de résilience, elle est très belle et j'ai envie de la mettre en avant aujourd'hui. Donc, ma résilience, elle vient certainement par le fait d'avoir eu ce vécu difficile qui m'a permis, en fait, ben, d'utiliser les outils transgénérationnels, du coup, par exemple, de mon arrière-grand-mère, qui elle aussi a vécu des choses pas faciles dans sa vie. Et en fait, on apprend à utiliser les outils et à se détacher d'autres. Un petit peu comme si on vous donnait une soupe. Vous saviez que vous avez une fourchette et une cuillère, ben, il va falloir vous choisir le bon outil. Vous savez bien que si vous mangez votre soupe avec la fourchette, vous allez perdre énormément de temps, alors que si on mange avec la cuillère, ça va être beaucoup plus facile. Donc, en fait, choisir le bon outil, c'est un peu ça vraiment
le travail transgénérationnel. Et moi, j'adore faire découvrir aux gens quels outils ils ont à leur disposition pour aller utiliser dans telle ou telle situation. Et ça, je me régale. C'est formidable. Par rapport à ce que tu as vécu, si ça ne te dérange pas Non, de du tout. passer juste quelques secondes sur ton cas, donc tu as perdu ton papa, ta maman, c'est franchement traumatique, hein. Tu as travaillé là-dessus, Oui, tu énormément. as, tu t'es formé une résilience qui est propre à toi, qui est formidable. Et je voulais te demander, tu nous dis que c'est par rapport à ton arrière-grand-mère, je pense, ou tu as dit? Oui, du Oui. côté de maman. Du côté de ta maman, Oui. d'accord. Et est-ce que tu as réussi ou est-ce que tu as été curieuse hein, avec ton esprit FBI Oui. d'aller un petit peu plus haut pour voir s'il y avait quelque chose encore plus haut? Oui, alors, dans le vécu en tant que tel, je n'ai pas réussi à savoir toutes les raisons pour lesquelles elle a vécu ça. En tout cas, je n'ai pas eu la possibilité de tout avoir, en fait, euh, dans la matière, je vais dire ça comme ça. Mais en me concentrant sur mon arrière-grand-mère, à aller, en fait, beaucoup me questionner. Et j'ai envie de dire, en fait, c'est beaucoup venu en introspection. Parce que une fois que j'ai su dans la matière ce qu'elle a vécu avec ses différents mariages, avec sa famille elle-même et tout le reste en fait, et à développer justement, à avoir développé cette arrière-grand-mère-là, cette super capacité de résilience que j'ai aujourd'hui. Merci, arrière-mamie. Donc, Comment elle s'appelait, c'est Manuela? alors, moi, je l'appelais grand-mère qui marche doucement. Je ne connaissais pas son prénom. Et en fait, dans mon arbre, c'est resté grand-mère qui marche doucement. C'est une femme, en fait, qui a marqué vraiment ma vie parce qu'elle m'a initiée aux plantes, aux contes, à tout, vraiment. On n'avait pas de télé, hein. Au Cameroun, à cette époque-là, on se mettait en cercle autour du feu. C'était vraiment tous les enfants du village et elle nous racontait des histoires. Et souvent, elle mettait... juste la petite parenthèse, parce que ça m'émeut vraiment de parler d'elle, ça me permet de la mettre en lumière aussi. Elle parlait toujours des personnages en fonction des animaux, ce qui faisait que même si elle nous parlait de l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, en fait, on ne pouvait pas savoir que c'est nos parents et nos grands-parents parce qu'on ne voyait que les animaux. Et elle nous apprenait des leçons de vie, en fait, des leçons de vie comme ça. Et je trouvais extraordinaire, vraiment. Et ce que j'ai souvent à dire, en fait, c'est que ben, c'est la première personne qui est décédée, en fait, la première mort que moi j'ai connue, parce que je dormais avec elle quand elle est partie, dans le même lit qu'elle. Et souvent, je me plais à dire qu'elle est partie avec toutes ses dents, parce que elle avait plus de 100 ans et elle avait toutes ses dents. Et ça m'a toujours impressionnée, en fait. Bon, plus tard, après, vous comprendrez pourquoi j'ai travaillé dans le dentaire. Enfin, il y a plein de choses, en fait, qui sont Oui, liées bien hein, sûr. par loyauté. Donc, mais c'est impressionnant. Donc, c'était juste là pour dire que pour creuser, mais en fait, j'ai créé un espace de parole où je lui ai un peu en introspection donné la possibilité ben, de s'exprimer, de parler d'elle, parce qu'elle savait toujours parler, j'ai envie de dire, des autres, raconter les histoires sur les autres, mais pas beaucoup sur elle. Alors du coup, j'ai eu énormément d'informations que je ne peux pas valider, bien évidemment, aujourd'hui dans la matière, mais qui restent très, comment dire, très juste dans la façon dont s'est déroulées les choses par la suite. Donc, pour moi, c'est une vérité. Peut-être qu'elle ne le sera plus dans quelques temps, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai reçu d'elle et j'en suis toute pleine de gratitude et d'amour, vraiment. Donc, son cheminement, je le connais un peu, oui, avec mes capacités et avec aussi tout ce que j'ai pu avoir comme mots qui sont ressortis, comme histoires qui sont ressorties d'elle, en fait. Parce qu'il n'y avait Bon, pas beaucoup elle t'a d'écrits. beaucoup aidé, c'est sûr. Elle t'a même formée en tant que petite fille. Je ne sais pas quel âge tu avais quand elle est décédée. Alors, quand elle est décédée, je me souviens plus exactement quel âge j'avais, hein, parce que j'étais très jeune. Très jeune, Mais je d'accord. devais, je veux pas dire de bêtises, mais j'ai du mal en fait à voir les âges. Mais j'étais quand même déjà très consciente, je pense que je devais pas avoir plus de 7 ans. 6 7 ans en fait. Oui. Mais Et quand on a 6 7 ans, c'est déjà, on dit l'âge de raison. Enfin, on comprend beaucoup de choses. Et enfin,
Je trouve ça tellement beau quand tu parlais du feu et puis de s'asseoir autour. C'est formidable. On pourrait en parler, mais on va pas Ah faire ben tout oui, à c'est des passer. moments marquants de ma vie, ça. Oui, mais ça, je me doute, hein, je me doute. En parlant de moments marquants, parce que je ne sais pas s'il y a un lien avec toi, mais il y a certainement un lien avec dans ma famille, c'est que tu sais, quand on parle des gens qui sont différents, on se sent Oui, différent dans sa famille, hein, oui, quelquefois. On se dit, oui. mais c'est pas possible, on ressemble à personne, que ce soit physiquement, moralement, psychologiquement, etc. On n'a pas les mêmes goûts, les mêmes joies, le même humour, ce genre-là. Est-ce que tu penses que quand on est différent du clan, on va dire qu'on a choisi, c'est pour pousser les choses à changer, peut-être pour bousculer un peu notre famille, peut-être, ou même nous-mêmes, Oui, nous extrapoler, je crois que c'est le mot. oui. Oui, pour aller montrer un autre cheminement. À mon sens, en fait, c'est un peu dans dans le développement personnel, dans la spiritualité, c'est un peu les personnes qu'on nomme souvent comme étant les moutons noirs. Et c'est important, je pense, que je pose ce terme-là aujourd'hui parce que c'est vraiment propre aux personnes qui arrivent dans une famille, en fait, pour remettre en question certains schémas, certains fonctionnements de vie qui ne pourraient plus aller, en fait, pour les générations suivantes. Et du coup, ça va être les personnes qui vont venir pour couper ça, pour mettre fin à ça. Et c'est pour ça que parfois, ben, ça arrive euh, que ce soit, ben, là, moi, par exemple, j'arrive, je suis la seule blanche dans une famille où ils sont toutes noires. Enfin, déjà là, en plus, quand tu as parlé, tu vois, Isabelle, c'est la première chose que j'ai vue. Je me suis dit, j'avais jamais vraiment pris conscience de ça. Donc là, je prends conscience avec vous de ça maintenant. Et en plus, tout ça, pourquoi? Pour venir vraiment apporter une autre vision des choses, en fait, à les générations qui sont passées, mais aussi en continuant à honorer, mais différemment, les générations passées dans le futur. Et je trouve ça vraiment très, comment dire, euh, ce rôle-là de mouton noir, en fait, c'est un rôle, j'ai envie de dire, d'honneur. Ce sont des personnes à mettre à l'honneur parce que ce sont les personnes qui ont énormément de courage de faire ce qu'elles font. Beaucoup de personnes le vivent difficilement, c'est vrai, et j'en ai en consultation des personnes qui jouent ce rôle-là dans leur famille, mais c'est vraiment un honneur d'être le mouton noir de sa famille parce que on est entre deux chemins. On connaît l'ancien et on va connaître le nouveau. Et quelle joie, j'ai envie de dire, d'être teinté de ces deux couleurs-là et de pouvoir en fait se dire, j'ai connu l'ancien, je l'ai utilisé, maintenant je vais vers le nouveau pour ouvrir la voie et en fait et certainement aspirer à ce que d'autres me suivent. Et ça, pour moi, c'est génial. Oui, Pour donner la possibilité au système familial d'évoluer au final, parce que tout évolue à chaque fois. absolument. Et tu ouvres les portes avec tout ça, en fait, Manuela, et tous les gens hein, qui ont un parcours de mouton noir. Atypique, oui. C'est On vraiment un adore les parcours moutons noirs, atypique, hein. hein. Moi, Oui, j'adore, je ah trouve que oui, c'est les plus beaux, les moutons noirs, il ah faut oui. dire. Et c'est Mais vrai. c'est vrai, hein, c'est que c'est pas tant moi en fait, c'est vraiment eux. C'est que quand en prenant cette responsabilité-là, parce que c'est une responsabilité, hein, en prenant cette responsabilité de venir rompre des schémas, libérer la famille, en tout cas les futurs, les ascendants des schémas limitants, des croyances limitantes, des loyautés qui peuvent être pesantes. Tout ça, c'est quand même une charge énorme pour eux de se dire, parce que c'est eux qui sont en dualité à l'intérieur. Il faut se dire que les ancêtres, eux, ils ont fonctionné d'une certaine façon. Pour eux, je ne dis pas qu'ils ne se sont pas posé de questions, mais pour eux, c'est facile. Et pour les ascendants, je ne dis pas que ça va l'être tout le temps, mais c'est facile aussi quand même. Et c'est celui qui sert de mouton noir, en fait, dans le système familial, qui vient permettre un petit peu à l'arbre de se colorer et de prendre les différentes couleurs, comme les changements au moment de l'automne. Je trouve ça magnifique. Et comme les fleurs qui recommencent à pousser au printemps, pour permettre, en fait, à l'arbre d'être cyclique au final aussi.
Et après, on verra bien des ascendants qui vont reprendre d'autres schémas ancestraux, mais cette fois-ci en connaissant, en ayant conscience, en fait, ben, du coup, de la transition et ne plus porter cette dualité qui peut être parfois très lourde à porter, en fait, Oui. que Donc, il porte y a toujours, justement le mouton noir. oui. Donc, il y a un petit plus qui s'attache aux ascendants et un Oui. plus, plus, plus. Je sais qu'on ne parle pas de libération exactement, mais peut-être comme un nettoyage de la lignée, quelque chose dans ce. Mais on peut même parler de libération, Isabelle. On Mm. parle vraiment de libération, mais souvent quand on dit se libérer, ce n'est pas arracher et jeter. C'est utiliser en fait les outils comme la métaphore de la soupe au bon moment dans sa vie. Donc savoir qu'en fait, on n'a pas que des louches, on n'a pas que des cuillères, on n'a pas que des fourchettes et des fourches, mais en fait, on a aussi des couteaux, des tondeuses et tout le reste. Donc en fait, on peut utiliser tout ça quand on le veut. C'est vraiment notre garde-robe, elle est faite des années 60, 70, 80, 2000, 2020, si on veut. En fait, on peut porter tout ce qu'on veut, à condition de le choisir. Parce que quand on ne choisit pas, quand on choisit, on ne subit pas en fait. C'est simplement quand on ne choisit pas qu'on a la sensation de subir, donc ça nous pèse. Et en C'est très fait, beau ce que tu dis là, choisir. Mhm. oui, ça Mm. c'est très important parce que nos parents, en fait, ne nous donnent pas trop le choix. Parce qu'on est des enfants, on arrive dans ce monde-ci, on découvre le monde au travers des yeux de nos parents. Donc nos parents nous lèguent ce que eux ont connu. Donc bien évidemment, on n'a pas trop notre mot à dire. Oui, quand même, on a un petit peu notre mot à dire, mais on avance comme ça. Et après, il y a des phases où ben, justement, on apprend à se découvrir en se détachant de ce qu'on a connu. Puis ensuite, on va vraiment être celui ou celle qui se découvre pleinement et qui s'autorise à se mettre en lumière. Mais ça ne veut pas dire que tout le passé qu'on a eu avec, avec le vécu de nos parents, avec le vécu de nos arrière-grands-parents n'a pas servi. Il a servi justement à mettre en lumière tout ça. Et c'est quand on arrive en lumière dans cette lumière, justement, je vais dire, à la vue de tout le monde, qu'on honore avec facilité et fluidité nos ancêtres, parce que c'est à ce moment-là, comme je dis souvent, tu es le sang de ton sang. Et en fait, c'est la meilleure façon d'honorer nos ancêtres que d'être soi et de se déployer dans cette lumière-là, parce que c'est eux aussi qu'on déploie et qu'on montre, qu'on met en lumière. Et Oui, ça, moi, je trouve magnifique d'honorer ses ancêtres de cette façon-là. Donc, oui, honorons-les et soyons nous. absolument. Et d'être nous, on peut aussi penser choisir d'aller mieux Oui, par rapport à ce qui s'est passé. Ça, c'est aussi honorer nos ancêtres parce qu'on le fait, comme tu dis, hein, exactement. Oui, pas juste pour nous, mais aussi pour la lignée, non seulement derrière nous, mais aussi en avant, peut-être pour nos enfants, nos petits-enfants, etc., exactement. etc. Mm. Hmm. Manuela, j'ai envie de te poser une question par rapport aux maladies aussi. Oui. Est-ce que tu as eu des cas où les gens sont venus te voir par rapport à des douleurs ou des maladies qui se transmettaient de génération en génération? Je sais qu'il y a l'ADN aussi qui rentre en jeu. Oui. Et est-ce que tu as eu des cas où ça a vraiment déclenché un mieux-être, voire une disparition, peut-être? Oui. Alors, c'est vraiment une très très bonne question et j'y avais pas pensé. C'est vrai que je suis dans mon quotidien, je pense pas forcément à tout. Donc, merci vraiment pour les questions, Isabelle. Elles sont très pertinentes. En tant que Et là, thérapeute, souvent, on regarde pas toujours assez en arrière. Moi, je sais, puisque je suis eh oui, thérapeute aussi. Et quelquefois, on s'arrête pas à ce qui s'est passé d'extraordinaire. On dit, oh, non, c'est génial, ça. Puis après, et oui, on alors, passe. Alors que c'est là. Et, et, et c'est magnifique en fait parce que justement, les personnes, par rapport aux maladies, pour répondre à ta question, les personnes qui viennent en consultation en ayant, par exemple, des fois, ça peut être, des fois, ce sont des gens qui voient la maladie sur eux, des fois, ce sont des gens qui voient la maladie sur euh, leurs proches. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, en fait, il y a forcément une résonance avec nous-mêmes. Alors, je vais partir d'abord du cas où les gens voient la maladie sur eux. Euh, il y a
Il y a ce qu'on appelle en fait l'épigénétique. Je pense que beaucoup de personnes le connaissent aujourd'hui. C'est justement l'adaptation à notre corps dans le contexte dans lequel on vit. Donc en fait, biologiquement, euh, biologiquement en fait, il peut y avoir des je suis en train de chercher ce que je pourrais donner comme exemple. Voilà, je vais donner cet exemple-là. Partons du principe que beaucoup de parents ont vécu la guerre. Et beaucoup de parents, d'arrière-grands-parents, enfin, en fonction de la génération où on est, ces ancêtres qui ont connu la guerre, ils arrivent aujourd'hui avec un bagage de certaines personnes qui ont vécu la famine. Et moi, je vois en fait justement dans les maladies qui sont liées à cette famine connue par les ancêtres, il y a le diabète et il y a aussi les cancers du pancréas, par exemple. Là, c'est vraiment un peu plus poussé quand on commence à parler des cancers. Donc, la maladie, c'est quoi? La maladie, en fait, c'est un messager de notre corps en fonction de l'organe où il se situe pour venir nous dire, il y a ce message-là à entendre de ton corps pour que tu puisses justement aller mieux. Et quand on n'est pas à l'écoute justement des messages de notre corps, ça empire, ça dégénère. Et souvent, notre corps, la maladie, est le dernier rempart à ce que ça touche l'âme. Parce qu'il y a d'abord l'émotionnel qui est passé avant, que parfois on n'a pas trop écouté parce que la frénésie de notre vie, la routine en fait, qui fait qu'on n'est pas forcément à l'écoute. Et quand ça arrive dans le corps, ça ne vient pas chez tout le monde comme étant très dur d'un coup. Ça passe parfois par la fatigue, par les entorses, par les blocages de dos, les sciatiques, des petits trucs en fait au quotidien, des gènes. Ça peut être de l'eczéma également. En fait, tout ça, ce sont des messages de notre corps. Mais au-delà de ça, ce sont des messages de notre corps, mais qui viendraient aussi exprimer des choses qui ont été vécues chez nos ancêtres. Par exemple, l'eczéma, c'est souvent, la peau, c'est une barrière, c'est une protection. Si on a eu beaucoup d'ancêtres dans le passé qui justement ne se sont pas assez protégés ou se sont trop protégés, il peut y avoir une forme d'eczéma qui est mise en place des ancêtres qui auraient connu la famine, pour revenir dessus, eh bien, en fait, il y a deux possibilités d'expression. Soit il y en a en termes de comportement qui vont être beaucoup à, à faire des stocks, je vais dire ça comme ça. Alors quand on parle de faire des stocks, on voit bien faire des stocks au niveau de remplir les placards, mais aussi remplir le corps. Donc on peut voir l'obésité et il y a d'autres personnes en fait qui viendraient justement à avoir des comportements où ils auraient peur justement de manquer. Et dans cette peur de manquer, il peut y avoir un manque, comment dire, euh, un manque au niveau émotionnel comme un manque au niveau matériel. Donc des personnes qui sont beaucoup plus dans la peur. D'autres qui voudraient vraiment essayer de se remplir, se remplir, se remplir. Et d'autres qui seront beaucoup plus dans la peur de ça. Donc soit ils se rempliraient, soit en fait ils resteraient dans la peur mais sans forcément rien faire. Donc on voit aussi ces schémas-là. Donc en fait, si je reprends l'obésité, d'un côté, on va avoir des personnes qui vont se remplir au niveau nourriture, peut-être même parfois combler un manque affectif. Et de l'autre côté, on verrait en fait des personnes qui se remplissent, qui mangent et du coup qui culpabilisent. Et en fait, il y a euh, la boulimie. Je cherchais le terme en fait de la boulimie. Donc du coup, je mange par frénésie, par automatisme et après je vais me vider parce que je culpabilise. Alors, je tiens quand même à préciser que ce sont des maladies qui sont extrêmement graves à prendre vraiment en considération parce que là, je schématise, mais ce n'est pas totalement ce que ressentent des personnes qui vivent cette boulimie ou ces obésités-là. Donc, je veux, je veux surtout qu'on ne mette pas à mal ce que ressentent et vivent ces personnes-là. C'est quand même quelque chose de très douloureux à vivre dans son corps et même émotionnellement. Et ce sont des personnes que j'accompagne également. Et, euh, et pour revenir aux maladies, du coup, euh, quand on prend cette famine, et si je reviens sur les cancers et les diabètes, imaginons la première génération, disons les arrière-grands-parents. Ils ont connu la guerre, ils ont connu la famine. Alors là, je donne un exemple par rapport à ça, mais il y en a bien d'autres, hein.
La génération suivante ne va pas connaître la famine. Partons du principe qu'ils ne connaissent pas la famine. Mais par contre, il va y avoir une empreinte physique qui montreront que l'ancêtre avant a manqué. Parce que il faut savoir après le fonctionnement, par exemple, de l'insuline et du glucagon au niveau du pancréas. Alors, je ne sais plus si c'est le pancréas ou le foie, mais je suis en train de... Je pense que c'est le pancréas. Bref, ça, je mets en petite parenthèse. Alors, l'insuline et le glucagon. L'insuline, en fait, elle viendrait rajouter quand on n'a pas assez de sucre dans le sang. Donc, en fait, elle va être, euh, comment dire, programmée par le cerveau pour dire, alerte, il n'y a pas assez de sucre dans le sang. Donc, en fait, les îlots de Langerhans, en fait, ils vont aller pour dire, tiens, il nous faut un peu plus d'insuline et injecter l'insuline. Donc, en fait, on va voir le sang qui va se gonfler en glycémie remplir un glycémie. Je n'ai pas forcément tous les termes, hein, veuillez m'excuser. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au fur et à mesure de manquer les ancêtres d'en bas, donc ils ont produit beaucoup, 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 beaucoup d'insuline. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est que l'enfant qui va naître, ben, il va y avoir en fait un, beaucoup d'insuline qui seront mis parce que ben, le fait d'avoir manqué et qu'à chaque fois, il faut aller fabriquer l'insuline pour aller remplir, ben, il va garder cet automatisme-là alors qu'il ne manque plus. Du coup, c'est un comportement du corps qui n'est pas adapté à la vie de la personne. Donc, en fait, il y a un diabète qui est posé. Je ne me souviens plus exactement lequel de diabète. Donc, j'ai pas tout en tête, hein. Sinon, je Le ferai un premier, peut-être dictionnaire, hein. le moins dangereux, enfin ça dépend en fait de la profondeur du problème, non? Oui, alors il y a un diabète en fait. C'est pas l'insulinodépendant, c'est plutôt l'autre. Donc c'est celui en fait où justement on va pas être obligé de s'injecter l'insuline, mais elle va être trop justement créée. Et ça va faire qu'à chaque fois on déborde en fait, on a une glycémie qui est tout le temps haute. Et Et est-ce en que ça fait, se... Oui, excuse-moi, est-ce que ça se traduit par, parce que moi j'ai vu ça dans ma famille, hein, dans la lignée du côté de mon père, un hmm, besoin de sucre? alors quand justement le sang il a plus de je ne saurais pas vraiment répondre à ta question là, Isabelle, parce que je pense à mon sens que quand il y a trop d'insuline dans le corps, justement, le corps ne demande pas de sucre parce qu'il en a trop. Il demande justement à l'éliminer pour retrouver un certain équilibre, en fait. Donc, ce serait le glucagon qui devrait intervenir à chaque fois. Donc, c'est un système c'est vraiment, là, je voulais vraiment vous donner un exemple sans vraiment rentrer dans les termes scientifiques parce euh, que il peut y avoir des maladies comme ça qui sont transmises de génération en génération. Manque, famine, diabète. Regardez à peu près quel diabète vous avez, mais que ce soit l'insulinodépendant ou l'autre, je ne connais plus exactement les termes. Mais en fait, vous avez une machine à l'intérieur de vous qui fonctionne comme avant, au lieu de fonctionner adapté à vos besoins aujourd'hui. Et il est fort possible que quand on remonte une génération suivante, eh bien, en fait, on continue à avoir des peurs de manquer, par exemple, en termes de comportement, mais il y a peut-être plus de diabète, mais il peut y avoir, à l'occurrence, certains cancers ou autres. En fait, la maladie, elle a besoin d'être conscientisée parce que c'est un traumatisme. Elle vient montrer, en fait, que le corps, il vit quelque chose qu'il ne peut pas. Le stress est tellement important pour le corps qu'il ne peut pas le dépasser. Sauf que cet enfant qui porte le diabète ne l'a pas vécu, ce stress-là. C'est un stress qu'il hérite de ses générations en dessous, mais que le corps vit comme quelque chose il le traduit comme quelque chose qu'il a vécu et du coup met en place ce diabète-là. Je ne sais pas si je suis très claire. En tout cas, j'essaie vraiment de l'être au maximum. Et s'il y a des questions, ben, écoutez, je serai heureuse d'y répondre, hein, mais j'essaie d'être claire au maximum. Pour moi, c'est clair. Les gens peuvent toujours poser des questions, c'est sûr, Oui, hein. bien sûr. Et c'est la même chose. Ce que je voulais aussi te dire, c'est que tu sais, quand on a une fratrie, Oui, par exemple, ta sœur ou ton frère n'a pas vécu les mêmes choses que toi, même étant élevés ensemble.
peut-être Oui, séparément, je ne sais pas, mais dans une famille, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes problèmes de santé, etc., etc. oui. Alors, est-ce qu'on a choisi, excusez-moi, d'aider une personne? Tu vois, ça résonne en moi. Je crois que c'est pour ça que j'ai des petits fourmillements dans la gorge. Est-ce que on a choisi nous-mêmes, on a pris ça sur nous pour justement travailler avec une certaine personne dans la lignée? Alors, pour répondre à ta question, c'est vrai que même on le voit chez les jumeaux hein, qui ont été élevés par la même famille, tout ça, ils ne vont pas en fait avoir les mêmes mémoires transgénérationnelles qui vont se traduire dans leur comportement ou même dans leur vécu. Alors, est-ce que ça revient à dire qu'on aurait pris ça pour venir aider, par exemple, notre frère ou notre sœur à dépasser ça? Je pense qu'il y a un petit oui là, mais je ne peux pas dire un oui certain parce que c'est quelque chose sur lequel je ne me suis pas encore attardée à voir justement si c'est une aide ou pas. C'est une très bonne question qui me donnera justement matière à aller creuser plus tard. Mais Mais je voulais dire d'aller aider aussi euh, au-dessus, tu sais, la personne en amont, l'ancêtre qui avait vécu ça, en cicatrisant cela nous-mêmes, est-ce que l'on peut aider l'ancêtre qui nous a en fait fait ce cadeau? oui, oui, ça c'est possible. En fait, on viendrait justement en hyper loyauté, j'ai envie de dire un petit peu. Ça arrive parfois que certaines personnes qui viennent consulter viennent par exemple avec une hyper loyauté par rapport à l'arrière-grand-mère ou par rapport à la grand-mère. Et on voit souvent, ça peut se retrouver en fait, par exemple, dans les dates de naissance. On voit par exemple qu'elle n'a pas du tout connu cette arrière-grand-mère, mais elle porte la même date de naissance que cette grand-mère-là. Où elle s'est mariée en fait et c'est sa date de naissance à elle. En fait, il y a plusieurs significations. Si par exemple la personne qui vient consulter est née un 19 janvier et que la date de mariage de de ses arrière-grands-parents était le 19 janvier également. Ça veut dire qu'elle vient mettre en lumière, elle viendra mettre en lumière dans son propre couple la problématique qu'ont rencontré les ancêtres, ses grands-parents pour soit justement aider à faire en sorte qu'il se libère si la problématique elle était vraiment, on va dire, difficile, on va dire ça comme ça, soit justement pour continuer dans la même lancée, mais avec une autre forme c'est comme je disais, une autre voie en fait. Donc C'est ça. avec peut-être un peu plus de liberté de la femme, une liberté d'expression de la femme, par exemple, vu qu'on est dans notre monde un petit peu aujourd'hui où on met en lumière justement ce besoin de la femme à être un peu plus à l'écoute de ce qu'elle ressent, euh, Oui. de ses besoins. C'est Et on intéressant peut, ce que tu dis. Non, tu voulais finir, Manuela? oui, je voulais juste rajouter, et après il y a aussi un autre exemple qui, je pense, parlera aux personnes, c'est quand par exemple vous naissez à la même date de naissance ou la même date de décès qu'un arrière ou un ancêtre. C'est ce que j'allais dire. Voilà, et bien c'est qu'en fait vous venez mettre en lumière pas seulement une situation de la vie de l'ancêtre, mais toute la vie de l'ancêtre. Et parfois, quand c'est la date de décès, c'est la mort de l'ancêtre. On vient mettre en lumière la mort de l'ancêtre. Qu'est-ce qu'il y a eu sur la mort de l'ancêtre? Donc, en fait, notre vécu à nous viendrait mettre en lumière ça. Et quand c'est sur la date de naissance, c'est mettre en lumière vraiment la vie de l'ancêtre. Donc, Ancêtre. soit à faire en sorte que cet ancêtre-là soit dans la lumière parce qu'il a tout le temps été dans l'ombre, soit faire en sorte que cet ancêtre-là puisse vraiment avoir la reconnaissance, donc du coup ça rejoint la lumière, ou justement mettre en lumière les non-dits que la personne a pu vivre, ou les schémas que elle a vécu mais qui ne veulent plus être répétés par le système familial, par exemple la dépendance affective, prenons cet exemple-là à sortir. La femme, elle vient vraiment, en fait, là, je donne l'exemple d'une femme, mais ça aurait pu être un homme. L'homme ou la femme qui viendrait avoir la même date de naissance que son ancêtre viendrait mettre en lumière sa vie, à essayer de soit avoir un autre cheminement de sa vie, soit mettre en lumière cet ancêtre-là parce qu'il a été dans l'ombre alors qu'il aurait pu être reconnu ou autre,
Voilà. Donc, c'est vraiment toujours très intéressant, cette hyper loyauté-là, et les liens sont faits souvent par les dates, en fait. Voilà. Ça fait très écho en moi en fait. Et pour beaucoup de gens, ce sera la même chose. Ce que tu dis, je pense que c'est très très important Oui. et très profond et ça peut vraiment nous aider à faire un travail, même pour les gens qui commencent à faire un travail personnel. Ah oui, repérer ces dettes-là, hein, c'est vraiment, si je dois vous donner un conseil là, c'est commencez par repérer les dates qui sont similaires dans votre arbre et parfois les prénoms aussi, hein, parce que Et les le prénoms, prénom, c'est une mise en lumière aussi. Hein. Si je m'appelle Anne alors que mon ancêtre juste à deux générations en bas s'appelait Anne, c'est pas pour rien, vous devez mettre en lumière quelque chose chez cette Anne-là. Donc, et pareil pour les prénoms qui sont avec un trait d'union, c'est souvent en fait deux êtres que le système essaie de réunir, soit des jumeaux qui ont été séparés, soit un homme et une femme qui auraient été séparés, des amants, j'ai envie de dire, ou par exemple un homme qui serait parti en guerre, qui serait décédé en laissant sa femme. Donc en fait, on essaie de réunir les deux personnes, ou des ancêtres qui n'auraient pas choisi de se marier avec telle personne alors qu'ils auraient voulu se marier avec telle personne. En fait, le système familial, il est vraiment riche d'informations. Si vous prenez conscience des mots, des, des, des prénoms composés avec le trait d'union ou sans trait d'union, les dates qui reviennent à chaque fois, c'est déjà un énorme travail sur soi que vous commencez à mettre en place et les prises de conscience, elles vont arriver toutes seules. Hein. Donc, c'est fascinant et c'est là où on peut vraiment jouer avec le ah oui, transgénérationnel. ah oui, c'est FBI. Pour les dates de mariage, Oui. est-ce qu'il y a des corrélations aussi avec des dates de naissance ou des dates de décès, ou même si on se marie à la même date, par exemple, qu'un ancêtre, enfin, à part l'année, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Oui, 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 on peut retrouver, tu vois, Isabelle, beaucoup de, de réparation, de corrélation. Alors, il y a des répétitions des schémas qu'on peut mettre en place quand on a la même date de mariage qu'un mariage de nos ancêtres, par exemple. Il y a aussi un besoin de réparation parfois au niveau du sentiment d'échec. Par exemple, si le couple des ancêtres a été un échec, il peut y avoir dans notre besoin de se remarier aujourd'hui un besoin de réparation de cet échec-là et du coup comme une forte loyauté justement à ne pas quitter son couple même si ça n'irait plus, par exemple parce D'accord, qu'il y ça aurait c'est intéressant. cette loyauté très forte envers l'ancêtre qui, lui, soit s'est autorisé à rester dans son couple parce que c'était trop difficile, ben, du coup, nous, on va peut-être le quitter euh, par loyauté, justement parce qu'il n'a pas pu faire ça, ou rester dans Hmm. notre couple parce que eux l'ont quitté, se sont séparés, alors que nous, on a envie, mais comme la loyauté est très forte, de venir réparer ça, on ne veut pas. En fait, il y a soit on prend le contre-pied, donc en fait on est en réparation, donc on vient faire ce que la personne n'a pas pu faire dans notre couple, Mhm. soit on vient vraiment réparer dans le système familial, c'est-à-dire on vient poser en fait quelque chose qu'elle aurait voulu dans l'idéal, mais qu'elle n'a pas pu parce que ça ne s'est pas fait, parce que ça n'a pas pu continuer. Donc voilà les deux exemples que j'ai donnés. Et il peut y avoir aussi quelque chose de très marquant. Ben, la loyauté, elle est très forte. Hein. Et, euh, et souvent, ce que je répète en consultation, c'est souvent que c'est important, la loyauté, mais surtout envers soi d'abord. Parce Voilà. que c'est la meilleure façon d'honorer justement nos ancêtres. Parce que si on est loyal envers soi, c'est nos ancêtres, on est le sang du sang de nos ancêtres. Donc en étant loyal envers soi, en écoutant ses besoins, en écoutant ses désirs, ben en fait, on est loyal envers eux. Sauf que cette fois-ci, c'est dans une forme de choix qu'on fait et non quelque chose qu'on subit de leur part. Et ça, c'est beaucoup plus porteur pour nous. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, j'ai vu beaucoup, moi, en consultation, des besoins de réparation, des traumatismes, des échecs. Euh, on- C'est souvent des répétitions des schémas qui peuvent être difficiles à vivre aussi parce que on voit aussi, par exemple, dans la même date de mariage, par exemple, de moi aujourd'hui avec mon ancêtre, si cette femme-là, elle a vécu de la violence, je vais similairement peut-être moi aussi vivre de la violence et peut-être justement prendre ce contre-pied-là et se dire,
Elle n'a pas pu partir, moi je pars, ou justement m'enfermer par loyauté. Elle n'a pas pu partir, donc je ne pars pas moi non plus. Mm. Ça, c'est difficile. Et c'est pour ça que ce soit par loyauté ou une forte loyauté parce qu'on revit la même chose, ou que ce soit par réparation, et c'est toujours un petit peu difficile quand notre bagage n'est pas équilibré parce que on regarde toujours dans le passé et on se focalise sur quelque chose euh, dont on ne souhaite plus Mm. porter, dont on ne souhaite plus vivre. Alors que si on ne se focalise sur rien, là, on a toute la possibilité d'être ce qu'on est. Parce que aujourd'hui, en fait, en se focalisant sur je veux être, par exemple, je vais donner un exemple. Imaginons une femme qui vit de la dépendance affective et qui, dans toute sa vie, elle a eu des ancêtres qui ont vécu cette dépendance affective. Elle va toujours être dans la rencontre des hommes dans la relation où elle va se sentir dépendante de cette relation ou de cette personne. Mhm. Quand elle va avancer dans sa vie, elle va en fait vouloir se détacher de ça, ne plus vivre cette dépendance-là. Mais parce qu'elle va se focaliser sur je ne veux plus vivre ça, elle va quand même le faire l'attirer à elle. D'accord. Si elle se focalise sur je veux vivre du bonheur, une relation épanouie, épanouissante et sereine, il est possible qu'elle n'attire pas ce type de relation-là parce qu'elle se focalise sur un souhait de sa part. Sur quelque chose, ben, ça fait intervenir la loi d'attraction. C'est Donc, ça. plus on met de l'énergie dans quelque chose, et plus ça le fait grossir, et plus ça l'attire à nous. Donc, c'est important, surtout si vous voulez vous défaire là, je parle en fait, je donne ce message-là à tout un chacun, je pense que beaucoup de personnes le savent. Si vous voulez vraiment vous défaire de quelque chose personnellement, mettez-y moins d'attention. Si vous souffrez de la perte de vos conjoints aujourd'hui parce qu'une relation s'est arrêtée ou autre, j'en sais rien, je sais même pas pourquoi je donne cet exemple-là, ben, mettez moins d'énergie dans la souffrance que vous ressentez à avoir perdu et mettez plus l'attention dans la, la gratitude d'avoir vécu cette relation-là et de voir ce que ça va vous donner par la suite. Il y a un moment de souffrance, c'est certain, il faut l'intégrer, il faut le vivre parce que c'est quelque chose que notre corps doit intégrer et ça doit nous traverser. Mais après, étape par étape, step by step, en fait, ben, il y a un moment où il va falloir ne plus être dans la souffrance et se dire, allez, ça m'a servi, je rebondis et je repars. Prend le temps dont il a besoin, mais c'est important vraiment étape par étape et d'y aller, de se dire, allez, je suis vivant aujourd'hui, je continue à avancer, ça m'a servi et je suis ce que je suis. Tellement important de dire Je, ça. je sais pas si j'ai répondu, Isabelle, à la Ah question. oui, tu as très bien répondu. Et c'est super important parce que dans nos sociétés, on a été habitué à être un peu, je sais pas si le mot est juste, mais un peu blâmé, un peu, on a été poussé, pas forcément du bon côté, on a été critiqué. euh, Bâillonné. voilà. Et donc, je crois que c'est très, très important comme si tu fais de l'hypnose, on peut aussi faire avec l'hypnose, hein, Oui, de se remettre sur le chemin où on peut penser positif et on peut ouais, laisser toutes ces choses, ces belles choses qu'on a en nous, fructifier, en fait. et oui. Non, La merci pour ça. résilience. Absolument. Et Manuela, est-ce que les défunts de notre lignée peuvent nous aider dans ce travail transgénérationnel? Peut-être toi que tu peux justement capter ce genre de choses. Est-ce qu'on peut même leur demander de nous aider, de nous faire Oui. comprendre? Oui, évidemment que oui, ce sont des êtres de lumière. Quand ils traversent en fait ces différents plans-là, ils n'ont pas tous ce rôle-là, mais beaucoup Oui, d'entre eux sont aidants, même s'ils n'ont pas atteint un- des plans, on va dire, d'être ascensionnés, ça reste des êtres très aidants parce qu'une fois qu'ils traversent en fait et qu'ils dépassent notre monde de matière ici, ça devient des êtres qui sont aidants. Il suffit de leur ouvrir la porte, comme je dis souvent. oui, Donc, les défunts, nos ancêtres sont vraiment comment dire, des aides précieuses sur notre cheminement. Si on a connu, par exemple, une grand-mère, euh,
qui a été très généreuse dans sa façon. Moi, je dis souvent des mamies gâteaux qui ont été un petit peu comme ça et qu'on sent que nous, en devenant grand-mère aujourd'hui, il nous manque peut-être un petit peu ce côté mamie gâteau. Mais on peut demander à notre grand-mère de, tu sais, grand-mère, en étant grand-mère, moi aujourd'hui, ça me rappelle comment tu l'étais avec nous et j'aimerais reconnecter avec ça, j'aimerais connecter avec ça. Elle va être aidante pour ça. Et on a aussi énormément de défunts de l'autre côté qui, dès qu'ils passent, qui ont ce qu'on appelle des missions de vie dans l'au-delà. Et en fait, ces missions de vie dans l'au-delà, elles ont une résonance avec notre vécu ici. Soit ils vont être aidants pour nous particulièrement, soit ils vont être aidants en fait pour le collectif. Et en général, quand c'est pour le collectif, c'est toujours un petit peu pour nous. Et souvent, ce que j'ai eu à percevoir en libération transgénérationnelle durant les consultations, c'est que souvent il y avait un ancêtre qu'on appelait, alors moi c'est ce que j'ai reçu, les guides de lignée. On n'en a pas tous, en tout cas moi je n'ai pas la possibilité de voir chez tout le monde le guide de la lignée, mais qu'on l'ait connu ou pas, ça reste souvent un guide qui accompagne toute la lignée en fait, Waouh. à Hmm. venir en fait justement être la ressource à ce que chacun des ancêtres puisse réussir à faire, à mettre en lumière les liens, à mettre de la fluidité, de la facilité dans le système familial. Et cet ancêtre-là, il n'y a pas forcément besoin de le nommer, il n'y a pas forcément besoin de connaître son histoire. En tout cas, quand il se présente en libération transgénérationnelle, waouh, quand on réactive les ressources, ben parfois j'ai eu des consultations où il y avait des dons et des capacités qui ressortaient, justement. Pas forcément de cet ancêtre-là, mais de tous ceux qui sont passés, qui sont venus après nous, mais après lui aussi. Oui. Avant nous, mais Wow. et après lui. Comme quoi, il y a des portes à ouvrir dans Ah tout oui, ça, n'est-ce énormément. pas? Énormément Énormément de de portes à portes. ouvrir. Ouais. Et je trouve que tu expliques ça tellement bien. Et c'est vrai que quelquefois, les gens peuvent sentir qu'un de leurs ancêtres, ou même une grand-mère, ou même une maman, ou un papa, peut Ouais. être un guide. Pas toujours, Oui. mais quelquefois. Oui, beaucoup me le disent. Oui. Beaucoup arrivent en consultation et me disent, euh, je sens que ma grand-mère m'accompagne, je sens que mon grand-père m'accompagne, je sens que ma maman m'accompagne, que mon frère m'accompagne. Et en fait, oui, vraiment, fiez-vous à votre ressenti. Les gens, en fait, Mm. c'est important de vraiment se faire confiance. Parce que au-delà de ce qu'on peut ressentir, qu'on peut sentir intuitivement, on le ressent dans notre corps et ça trompe Mm. pas le corps en fait, hein. Mm. Moi, la première validation que j'ai eue au niveau de mes capacités extrasensorielles, si je peux le dire comme ça, c'est que j'avais toujours besoin de cette reliance à mon corps. Je sentais que si j'avais ce que j'appelais au début des prises de conscience, donc je l'assimilais un petit peu mon intuition à des prises de conscience. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas forcément juste, mais j'avais besoin d'assimiler ça avec quelque chose que je ressentais dans mon corps, dans mon cœur, au niveau de mon corps ne peut pas me trahir, mon cœur ne peut pas me mentir. Donc, vous voyez bien que quand vous allez, par exemple, en séance, n'importe quelle séance, et que le thérapeute, l'accompagnant vous dit, ah ben tiens, vous avez été jumeaux, par exemple, ça résonne en nous, il y a quelque chose qui se passe dans notre corps, soit le cœur qui s'accélère parce que peut-être qu'on découvre quelque chose, soit un étonnement, soit waouh, je sens on me complète, je sens qu'on vient me valider quelque chose intérieurement qui vient faire match. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand on m'a dit elle est où votre jumelle? J'ai dit waouh, alors ça, c'est trop fort quand même. Alors ma jumelle, déjà, je ne savais même pas que j'en avais une, mais là, ça vient valider quelque chose en fort intérieur qui vient me prouver que ben, tous les comportements et toutes les idées que je pensais avoir eues n'étaient pas que des idées et restaient vraiment en fait là, validées par quelque chose. Après, mon côté cartésien a fait que j'ai eu besoin de valider par plusieurs choses aussi dans la matière. Donc, après, chacun le prend comme il a besoin et va le valider à la façon dont il le ressent. Oui. Ça, Mais c'est... pour toi, il y avait une confirmation par ces Ah oui, moi sensations. j'ai eu la confirmation. Ouais. Waouh. C'est la première fois que j'ai consulté un kinésiologue. Euh, donc c'est ressorti que j'avais une Hmm. jumelle. Ensuite, ben,
Quel Il a choc. interrogé mon corps, en fait, et donc, du coup, énormément de choses sont ressorties. Oui, J'ai demandé autour de moi, personne ne savait que j'avais une jumelle. J'avais l'impression que, euh, enfin, j'avais cette sensation, en fait, d'avoir eu l'aval, mais de pas avoir, euh, comment dire, d'avoir eu un aval en fait par ce kinésiologue, mais ne pas avoir la réponse qui venait confirmer cet aval-là. Et du coup, tellement déçue. Mais après, quelques temps après, bon, 3 ans après, j'ai découvert que, ben, évidemment, il y avait un aval. Bon, là, le journal intime de ma mère, c'était carrément, en fait, euh, c'était la validation inespérée, quoi. et aujourd'hui, Donc, est-ce que ouais. tu as bien intégré euh, le fait que tu as eu une jumelle? Et est-ce que tu as, comme tu dis, tu as validé, mais est-ce que tu te sens en paix avec ça, avec ce manque quelque part qu'il y a eu, bien sûr. Alors, c'est un long travail. Ouais. La Ouais. gémellarité, c'est un long, long travail. Je veux dire, aujourd'hui, je peux dire que je suis en paix avec ça, Mhm. mais je ne peux pas dire que je me suis libérée de peut-être tous les schémas et les comportements qui peuvent me peser à l'heure actuelle par rapport à ce vécu-là. D'accord. Peut-être que j'y arriverai dans cette vie-ci, peut-être que j'y arriverai pas, et Mhm. vraiment tout à son sens en fait, hein. Mais en tout cas, j'accueille ça avec vraiment beaucoup de recul aujourd'hui, de me dire que j'ai dû vivre ça, certainement pour des raisons que mon personnage aujourd'hui, mon ego, mon mental ne peut pas percevoir, mais en tout cas, mon âme, elle est pleinement OK avec ça. Donc, C'est ça. je sais que j'ai les ressources en moi, de toute façon, pour transcender, pour dépasser tout ça. Donc, ouais, c'est un accueil et beaucoup de légèreté aujourd'hui. Parce que j'ai Oui. été validée quand même. Ça fait du bien. Ça fait du bien quand on est validé. Ça, c'est formidable quand on est validé absolument. Et je pense que ton, ton âme avait choisi ce parcours. Oui, Donc, en effet. quand on est OK avec cette notion, ça Aussi. nous aide. Ça nous Ah aide, en oui, fait. oui. Moi, ça m'a Manuela, beaucoup aidée. j'en suis très heureuse. Manuela, on arrive à la fin de cette émission parce que bien sûr, on pourrait Oui, parler des heures, mais je pense que tu as dit tellement de choses et je merci. voulais vraiment te remercier. C'est toujours des interviews cœur à cœur avec toi. Et Oui, je veux merci. vraiment te remercier pour ouvrir ton cœur devant tout ce monde qui va nous regarder. Oui. Et merci d'avoir démystifié un peu plus pour certaines personnes le transgénérationnel. C'est important. Je mettrai tes coordonnées en dessous de la description de la vidéo si les gens veulent te contacter. Hmm. Merci, Et ben, Isabelle. écoute, il me reste juste à te dire merci, merci du fond du cœur. Merci à toi aussi. Merci pour cet espace de parole et j'espère vraiment que ça apportera à tout un chacun un petit quelque chose pour avancer. Ce serait vraiment super. Je suis sûre que ça va ouvrir les consciences de beaucoup de gens, ça va les aider à aller en avant. Et je dis toujours, où que vous soyez dans le monde, ben écoutez, portez-vous bien parce que c'est très important. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous inscrire. Ça permettra à ma chaîne d'atteindre encore plus de personnes et de grandir. Manuela, on va se quitter maintenant. Oui, merci Je te beaucoup, Isabelle. souhaite Merci beaucoup de belles infiniment. choses pour cette journée. À toi aussi. Merci. À très bientôt. Je À vous en très prie. bientôt. Bye.